à toutes et tous. Donc, je suis Élodie Doussa, je suis directrice d'investissement chez BPI France, dans l'équipe Averroès qui fait des investissements à impact sur le continent africain. Et aujourd'hui, je serai l'animatrice de ce panel qui s'intitule La tech africaine, quels atouts pour les investisseurs et les entrepreneurs français. Alors comme c'est un panel sur la tech, je me suis dit tiens, je vais demander à l'intelligence artificielle de préparer les biographies de mes invités. Alors j'ai dû les remanier un petit peu parce que c'est pas encore parfait l'intelligence artificielle. Mais je vais commencer par Elisabeth Moreno, que je suis ravie d'accueillir sur ce panel. Donc Elisabeth, c'est une femme d'affaires et une femme politique française. Elle est née au Cap-Vert. Elle a grandi au Sénégal avant de s'installer en France. Elle a occupé des postes de direction dans plusieurs grands groupes tels que France Télécom, Dell, Lenovo et Hewlett-Packard, avant de fonder sa propre entreprise de conseil en stratégie et transformation digitale. En septembre 2020, Elisabeth elle est devenue ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Son parcours exemplaire, ça c'est l'intelligence artificielle, et son engagement en faveur de l'égalité font d'elle une personnalité influente dans le monde des affaires et de la politique. Je rajouterai pour ma part que Elisabeth est là aujourd'hui parce qu'elle est là à nouveau pour relever un défi au service de la tech africaine, puisque c'est la chairman de Ring Capital, qui est donc une société de gestion de capital risque française, qui a décidé de lancer une activité d'investissement également en Afrique, donc le premier fonds de capital amorçage en Afrique de Ring Capital. Je passe à Vincent Prévy. Vincent, bienvenue. Vincent est un expert en technologie et en investissement. Il est actuellement chez Partech, qui est une société de gestion de capital risque à la base européenne, mais maintenant partout dans le monde, et notamment en Afrique depuis 2018. Et Vincent est chargé du programme Chapter 54, qui soutient des startups européennes dans leur développement sur le continent africain. Il a acquis une solide expérience chez des entreprises de premier plan, telles que Google et Microsoft. Et donc, il va nous apporter également une perspective unique sur l'innovation et les tendances émergentes. C'est ce que dit Lia, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je répète. Je finis par Yacine Saïfi, qui est partenaire chez Afrique Invest. Donc Afrique Invest, c'est l'une des toutes premières sociétés de gestion de fonds de capital investissement en Afrique. Elle a été créée en 1994. Et Yacine co-dirige le fonds KT Afrique Invest Innovation Fund, qui est donc un fonds de tech, de capital risque dédié aux startups africaines, mais également à des startups françaises qui vont aller se développer sur le continent africain, comme Hitch. Tu en parleras peut-être tout à l'heure. Et donc, si vous rentrez en taxi, prenez Hitch plutôt que Uber, s'il vous plaît. C'est pas un choix, Élodie. Hein. Alors, maintenant que j'ai fait les présentations, on va commencer par un premier tour de table en mode icebreaker. J'aimerais, s'il vous plaît, je vais commencer par toi, Elisabeth, que vous puissiez déconstruire un stéréotype que l'on peut avoir sur la tech, l'innovation africaine ou sur l'entrepreneuriat africain de manière générale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Élodie. Je suis absolument ravie de partager ce panel avec Yacine et Vincent. Et merci à toi de ton invitation. À chaque fois qu'on fait des événements économiques et qu'on parle de l'Afrique, il y a tout de suite les clichés classiques qui sortent. Pauvreté, conflit, instabilité, dépendance. Et le premier préjugé que j'ai envie de déconstruire, c'est celui-là. C'est de dire que l'Afrique aujourd'hui, ça n'est pas que ça. Comme tous les continents du monde, l'Afrique est confrontée à des défis économiques, sanitaires, environnementaux, sociaux, politiques. Mais je précise, comme tous les continents du monde. Et il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui sur le continent africain qu'on ne voit pas partout. Il y a une dynamique à la fois en termes de croissance économique, en termes de croissance démographique, en termes d'innovation qu'on voit dans peu de pays dans le monde. Et c'est ce préjugé-là que j'ai envie de déconstruire et j'ai envie de vous demander de ne pas vous arrêter à ce que disent les médias, de ne pas vous arrêter à ce que vous lisez dans les journaux ou à ces documentaires qui ne partagent que ce qui est misérable, mais vraiment d'aller creuser, d'aller sur le continent, c'est encore la meilleure manière de le découvrir. Et je vais vous partager 3 chiffres pour appuyer mon propos. Le premier, c'est que en moins d'une décennie, les investissements
en capital, en VC, en venture capital, sur le continent, sont passés de moins de 400 millions en 2015 à presque 5 milliards d'euros en 2022. 400 millions, 5 milliards en moins de 10 ans. Ça laisse réfléchir quand même par rapport à ce qu'on lit dans les journaux économiques notamment. Ça fait presque 45% de croissance annuelle. Alors je peux vous laisser imaginer que les investisseurs qui sont quand même extrêmement prudents sur la manière dont ils investissent, si on est passé de 400 millions à 5 milliards, c'est qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent sur le continent. La deuxième chose que je veux vous partager, c'est que l'Afrique aujourd'hui, c'est presque 1,4 milliard d'habitants. 1,4 milliard d'habitants avec un âge médian de 19 ans. Et l'ONU prévoit que d'ici 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants sur le continent africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un terrien sur 3, d'ici 2050, vivra sur le continent africain. Vous vous rendez compte? Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est la croissance économique. 3,2%, entre 3,2% et 3,5%, c'est la moyenne sur le continent. Et sur l'Afrique francophone, je vais citer la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal, qui sont à 6%. Donc si vous dire avec ces chiffres que ce n'est pas en Afrique qu'il faut investir aujourd'hui, il faut vraiment revoir la manière dont on raconte l'histoire du continent. Merci Elisabeth. Vincent, c'est ton tour. Je dois passer après, jamais facile. Bon courage. Alors, je vais corriger l'intelligence artificielle. Je n'ai jamais travaillé chez Google. Je n'ai jamais travaillé chez Microsoft. Ils ont peut-être tout fait pour, mais les offres ne sont jamais parvenues. Alors moi, je vais traiter le sujet de mon point de vue, à savoir, finalement, pourquoi des entreprises européennes pourraient se poser la question d'aller en Afrique? Pourquoi l'Afrique? Il se trouve que nous, qui sommes en charge d'accompagner des startups, des scale-up dans leur déploiement sur le continent, c'est pas du tout comme ça qu'on vit la chose. La plupart du temps, en fait, c'est pas des startups qui choisissent l'Afrique, c'est l'Afrique qui choisit les startups. Je m'explique. Vous sous-estimez sans doute le nombre de sociétés qui, sans s'en rendre compte, en fait, et c'est la beauté en fait de la distribution digitale, opèrent déjà, ont déjà des clients sur le continent africain. Quelques exemples. Invivox, health tech fantastique dans le domaine de la formation des personnels de santé. Un jour, ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des dizaines de milliers d'utilisateurs au Maroc, en Algérie, en Tunisie, sans avoir rien fait pour le mériter. Autre exemple, Frécha, société du portefeuille Partech, qui, elle aussi, s'est réveillée un jour. Frécha, ils font les petits SaaS dont se servent les salons de beauté, les salons de coiffure pour gérer leurs opérations. Eux aussi se sont réveillés un jour et ils ont découvert qu'ils avaient des centaines de salons qui utilisaient leurs solutions en Afrique du Sud sans qu'ils aient de force de vente locale, sans qu'ils aient des initiatives en matière de marketing digital. L'autre manière par laquelle l'Afrique s'impose dans l'agenda des startups, des scale-up européennes, c'est que assez souvent, on va trouver au niveau de la direction ou alors des N-1 quelqu'un qui est issu de la diaspora et va contribuer à abolir les réticences qui peuvent exister dans certaines organisations pour se poser la question de leur implantation en Afrique. Et nous qui accompagnons un certain nombre de sociétés françaises sur le continent, eh bien, il n'y en a pas une où à un moment, il n'y a pas quelqu'un de la diaspora travaillant dans les équipes de direction qui n'a pas joué un rôle. Donc là encore, c'est un exemple de l'Afrique qui s'impose aux startups plutôt que un récit de startups qui font le choix du continent. Merci Vincent. Allô? Yacine. Oui, merci Elodie, merci pour l'invitation et puis félicitations à BPI pour le 10e anniversaire. Alors l'angle que j'ai choisi moi pour déconstruire le stéréotype, c'est l'angle sectoriel. Quand on pense à la tech en Afrique, on pense beaucoup à la fintech. Et juste parce que un peu moins de la moitié des startups africaines, elles jouent dans ce secteur. C'est un secteur régulé, donc c'est toujours plus compliqué de se développer de France vers Afrique quand on est un entrepreneur dans la fintech. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'autre moitié.
C'est la moitié qui joue dans des secteurs très divers et variés. De l'agriculture, nous on accompagne une société d'agriculture de précision en Afrique australe qui fait des choses formidables en Afrique du Sud et qui se développe aujourd'hui en Europe avec des clients et des bureaux. On a investi dans une société française dans l'éducation qui est aujourd'hui l'un des leaders dans les coding schools en France avec une enseigne bien connue, le Wagon pour ne pas les nommer. Et en discutant avec mes collègues, au fait, j'ai découvert que le Wagon a formé l'année dernière 7500 étudiants africains à ces méthodes et solutions de coding. Ça, c'est 2 exemples, mais on peut parler aussi mobilité, on parlera de Hitch, logistique, intelligence artificielle, software, climat. Donc, il y a beaucoup de fintech en Afrique, oui, mais il n'y a pas que des fintech. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. On est très applaudis, ça nous fait très plaisir. Pour continuer, maintenant qu'on a déconstruit certains stéréotypes, on avait à cœur avec nos invités aujourd'hui de démontrer l'existence des complémentarités qui peuvent exister entre la France, l'Europe, la France et le continent africain dans la tech, dans l'innovation. Donc, Elisabeth, je me tourne à nouveau vers toi. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce qui peut fonctionner ou à l'inverse, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à quel point c'est important peut-être d'avoir des partenariats locaux pour des startups étrangères? Je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Vincent quand il parlait des diasporas. Moi, j'ai grandi en France, tu l'as dit tout à l'heure, et mon rêve, c'était de retourner travailler sur le continent. Vous savez, cette envie qu'on peut avoir de rendre à notre continent. Et moi, j'ai la conviction que si les membres de la diaspora ne s'intéressent pas à ce qui se passe sur le continent, on va mettre beaucoup plus de temps à construire ce qui doit être construit. Et j'ai toujours été convaincue que la meilleure manière de réussir, c'est, tu sais, cette belle phrase qu'on voit dans toutes les belles présentations, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est une évidence. Moi je suis arrivée sur... Merci à ma fan là-bas. Et moi, quand je suis arrivée sur le continent africain pour diriger le groupe Hewlett-Packard, je suis arrivée avec tout ce que j'ai appris à faire sur le continent européen. J'ai eu la chance de travailler avec les Américains, etc., etc. Mais l'Afrique, c'est particulier. D'abord, quand on dit Afrique, il faut juste se rappeler qu'on parle de 54 pays et que dans ces 54 pays, selon que vous soyez au Nigeria, selon que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Sénégal ou que vous soyez, je ne sais pas, à Lagos, c'est pas du tout la même Afrique. Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître que quand on va s'installer sur le continent pour y travailler, on a besoin de gens qui sont basés localement pour nous apprendre ce que l'on ne sait pas. Et c'est pour ça que Ring Capital, quand on a travaillé avec Nicolas Sellier, Geoffroy Bragadir, qui sont les fondateurs du fonds d'investissement Ring Capital que j'ai la chance de présider aujourd'hui, on s'est dit qu'il nous fallait un acteur extrêmement solide qui puisse accompagner nos ambitions sur le continent. Et on s'est tout de suite dit que il était nécessaire pour assurer la réussite des startups que nous allions accompagner et des entrepreneurs que nous allons accompagner, eh bien que nous ayons des expertises basées localement pour nous montrer les écueils, pour sélectionner les bonnes startups et surtout pour les accompagner. Parce que sur le continent africain aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'apporter de l'argent, il faut aussi apporter un accompagnement, du mentorat, du coaching, des programmes de développement qui font que vous n'êtes pas là que pour investir de l'argent et récupérer votre argent au bout de 5-10 ans, mais vous voulez vraiment que les gens grandissent et qu'ils puissent prendre leur destin en main par la suite et construire peut-être les futurs 440 du continent africain. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à M Studio, qui est une structure incroyable, qui a construit et développé des programmes qui vont entre 5 mois et 12 mois, qui vont aller en Afrique anglophone, qui vont aller dans les pays émergents, au Brésil, en Inde, etc., qui vont sélectionner les startups qui ont bien réussi et ils vont importer ces modèles en Afrique francophone. Et Cédric Mango, qui est quelque part par là, Cédric, salut, qui est à la tête de M Studio avec Leslie, donc un beau binôme sur Abidjan, qui
va aller sélectionner des binômes d'entrepreneurs, souvent qui viennent du continent africain avec des membres de la diaspora. Et grâce au programme qu'ils mettent en place, eh bien, ça peut sécuriser que ces startups se développent de manière protégés, entre guillemets, dans un cadre bienveillant et où ils ne se sentent jamais, jamais, jamais seuls. Merci beaucoup, Elisabeth. Pour continuer dans cette veine, Elisabeth parlait justement de partenariat avec des acteurs locaux. Vincent, j'aimerais que tu puisses réagir sur le fait qu'il faut des partenariats, certes, mais il faut bien les choisir, sinon ça peut aussi être de grosses bêtises en perspective. Alors moi, je suis pas venu avec mes fans, mais il se trouve que le hasard fait que une des sociétés que nous accompagnons, que nous avons accompagné dans le cadre de Chapter 54 est présente ici. Donc, prie de saluer les gens de B-Energy, fantastique start-up française qui est sur un sujet très très critique en Afrique, qui est celui de la régénération des batteries. Donc, si vous avez des batteries à régénérer, c'est vers eux qu'il faut aller. Et avec lequel on avait fait un gros travail sur l'approche partenariale. Plusieurs commentaires. C'est pas parce qu'un partenaire potentiel vous contacte depuis l'Afrique pour revendre, pour distribuer votre solution, que c'est forcément le bon. Alors c'est toujours flatteur d'être démarché, mais il ne faut pas s'arrêter à ce premier élan. La deuxième chose, c'est bien avoir en tête que la formule juridique qu'on va retenir pour nouer le partenariat, un agent, un distributeur, un partenaire dans le cadre d'une joint venture, tout ça finalement, c'est la fin du travail. Un contrat, ce n'est que le reflet des obligations de chacune des parties impliquées dans le partenariat. L'idée très clairement, c'est de choisir des partenaires avec dans l'idée de ne pas capturer l'essentiel de la valeur. Un partenaire qui accepterait un deal dans lequel 90% de la valeur est capturée par la start-up européenne qui cherche à être distribuée localement, c'est sans doute pas un bon partenaire en fait. C'est pas forcément c'est pas un bon deal pour lui, donc s'il l'accepte, c'est qu'il a peut-être un mauvais agenda ou tout simplement il est incompétent. L'autre chose aussi à avoir en tête, c'est que la formule de partenariat qu'on va avoir va aussi beaucoup dépendre du pays où on va être présent, et l'intensité, la stickiness qu'on va avoir dans le partenariat peut pas être la même selon qu'on parle des Seychelles ou que l'on parle du Nigeria. Il y a peut-être des modèles plus légers qu'il faut adopter sur des territoires où la perspective de business est moins immédiatement prometteuse. Donc avoir une stratégie partenariale, mais à la carte. Merci beaucoup, Vincent. Yacine, pour finir, alors peut-être que c'est le moment où tu vas nous parler plus de Hitch, mais est-ce que tu pourrais, pour tous les entrepreneurs qui sont potentiellement ici avec nous montrer à quel point il y a tout à gagner à être présent sur les deux continents? En fait, je voulais partager ma conviction sur ce sujet, Elodie, qui est que les complémentarités qu'on a entre cet espace commun, Afrique-Europe, nous permettent de progresser plus vite et d'être plus forts. Et je vais prendre deux exemples. Le premier, celui de Hitch, parce que Hitch est une société que beaucoup connaissent, qui est dans le ride-hailing, qui est la start-up de ride-hailing française, qui a fait ses premières courses dans la capitale ici il y a une dizaine d'années, qui a développé une tech intéressante, assez solide, qui leur permet d'être compétitive et qui, il y a 5 ans, a décidé de faire le pari de l'Afrique. C'est une décision qui n'était pas facile au début, mais qu'ils ont très bien exécutée en choisissant les bons partenaires, en ayant une relation d'égalité avec les partenaires et en développement et en s'adaptant dans chacun des pays. C'était leur chapitre 2 et ça leur a permis de se diversifier, d'avoir aujourd'hui un volume d'activité qui est quasiment à part égale entre l'Europe et l'Afrique, et puis d'avoir cet effet d'échelle qui permet à la société d'aujourd'hui combattre et être compétitive devant des mastodontes que sont Uber ou Bolt. Donc ça, c'est un exemple. Mon deuxième exemple est une société dans le software, dans l'IA, qui s'appelle Instadeep et qui a commencé de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont commencé il y a 7 ans, dans un petit bureau à Tunis, à 5 minutes de l'aéroport de Tunis-Carthage, deux fondateurs. Ils se sont décidés, on va faire de l'IA
générale et on va la vendre à des clients européens. Ils se sont lancés, ils ont signé leur premier client et très rapidement, ils sont passés à leur chapitre 2 où ils se sont dit on va ouvrir des bureaux à Paris pour commencer, à Londres et à Berlin. Un, pour être plus proche de leurs clients et puis deux, pour être plus proche des centres de recherche, plus proche de Imperial, plus proche de Polytechnique. Et ça leur a permis d'être à la pointe. À la pointe, et ça leur a permis de rentrer en contact avec une société allemande qui s'appelle BioNTech, qui a travaillé avec eux sur des sujets très pointus au moment de la pandémie, et qui a fini par racheter cette société-là. Et moi, je pense que l'une des raisons pour cette réussite est le fait qu'ils aient pu trouver ces synergies entre les deux continents et faire la bonne cuisine en profitant des forces et des faiblesses de chacun des écosystèmes. Donc vraiment, mon message et ma conviction ici, c'est que c'est une chance d'avoir cette complémentarité entre les deux écosystèmes et puis les deux continents, dans les deux rives de la Méditerranée. Et puis c'est une chance pour les entrepreneurs de pouvoir bâtir des sociétés qui seront encore plus fortes et encore plus compétitives à l'échelle mondiale. Merci Yacine, c'était une très belle conclusion de notre tour de table. Il nous reste 8 minutes 30 et on voudrait les laisser ouvertes à vous si vous avez des questions ou des remarques que vous voulez partager avec nos invités du jour. Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour ce panel et les informations que vous avez pu nous partager. Donc moi je me présente, je suis Sophie Tal, je suis membre de l'équipe fondatrice d'un réseau qui s'appelle Abidjanais InTech. Donc on est basé à Abidjan et on a un réseau qui regroupe à peu près 300 expertes dans la technologie. Donc on est en Côte d'Ivoire mais on est aussi au Sénégal et au Togo. Et dans notre communauté on a une grosse part d'entrepreneuses, de tech founders femmes. Et on sait que pour les femmes, l'accès au financement peut être plus compliqué, en particulier en Afrique. Et j'avais une question spécialement pour Elisabeth Moreno, Ring Capital. Je voulais savoir si vous aviez des actions, des mesures qui étaient faites pour attirer les tech founders en Afrique. Alors déjà, merci beaucoup pour cette question parce que l'entrepreneuriat des femmes, pour moi, c'est l'une des clés du développement du continent. Et comme sur le continent européen et comme en France, les femmes peinent toujours à avoir accès à des investissements. Et avec M-Studio, d'ailleurs M-Studio a commencé bien avant nous, quand vous allez chez M-Studio à Abidjan, et je vous encourage à y aller, ils sont à Cocody, il y a un panneau qui compte le nombre de jobs qu'on a créés pour les femmes, ou alors le nombre d'actions qu'on a menées pour transformer la vie des femmes. Donc il y a vraiment ces deux actions-là. J'ai rencontré les Abidjanaises InTech. My God, vous êtes vraiment championne du monde. Vous faites des choses incroyables. Rien que le fait d'aller encourager les jeunes filles à aller dans ce secteur qui est en train de transformer notre monde. Et je pense que l'Afrique ne peut pas se permettre de passer à côté de cette 4e révolution industrielle, que les femmes sont prêtes. Mais comme en France, vous savez quel est le pourcentage des investissements en VC qui sont dirigés vers les femmes ? 2%. Il n'y a que 2% des investisseurs dans notre pays, qui pourtant est super développé, qui parle de liberté, d'égalité, de fraternité au petit déjeuner, au repas de midi et au dîner le soir. Il n'y a que 2% des fonds d'investissement qui s'intéressent à l'entrepreneuriat des femmes. Donc ça, c'est au cœur de notre stratégie. Et non seulement on va aller chercher les femmes, non seulement on va aller chercher les fondatrices femmes, mais on va énormément travailler sur tout ce qui est social, santé, inclusion financière, qui a un impact sur la vie des femmes. Ok, déjà je voudrais vous remercier à tous et à chacun pour voilà, cet échange qui est très riche. Je voudrais également remercier voilà, Elisabeth et Yacine voilà, pour leur initiative de financer justement des projets en Afrique. Donc je m'appelle Rodney Fotsing, je suis diplômé d'école de commerce. J'ai travaillé pendant 2 ans chez KPMG en audit financier, c'est ma formation. Et du coup, il y a à peu près 3 mois, j'ai démissionné pour me lancer dans un projet entrepreneurial au Cameroun. Donc je voudrais construire une usine pour transformer du manioc, des tubercules de manioc, en farine panifiable.
que je vendrai du coup en Europe, en France notamment. Et là, je suis en phase de recherche de financement. Et donc, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez m'accompagner sur le plan financier pour mettre sur pied ce projet? Pas mal de choses ont déjà été faites. On a acquis des terres, on a une équipe, on a contacté pas mal de fournisseurs, on a contacté certains grossistes, certains magasins ici pour voir s'il y aurait moyen de travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très facile de dire il faut rentrer en Afrique pour investir, pour entreprendre, mais dans la pratique, c'est compliqué parce que c'est un autre environnement. Je viens de là, mais j'ai vécu quand même pendant plusieurs années en France. Je vis en France depuis plusieurs années, mais même quand je rentre, moi, je suis un peu étranger aux réalités auxquelles les entrepreneurs qui viennent de l'étranger sont confrontés, les entrepreneurs de la diaspora. Je parle des lenteurs administratives, des difficultés. Je pense que... Pardon, je vous interromps parce que je vois qu'il nous reste que 3 minutes 58 et il y a une autre question là et on a parfaitement saisi. Je veux juste que vous sachiez que Vincent aussi investit sur le continent. En fait, tous les trois, on investit sur le continent. Okay. Donc ça, c'est important. Parfait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là tous les trois. Je vais répondre rapidement sur la partie. Quand on est de la diaspora, c'est difficile d'investir sur le continent. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est difficile où que vous soyez. Il faut arrêter de croire qu'il y a des endroits plus faciles ou d'autres. Même en France, il y a je ne sais plus quel pourcentage d'entreprises qui tombent au bout de 3 ans. C'est plus difficile pour nous parce que souvent, on arrive sur le continent et on croit qu'on va leur apprendre comment il faut faire le business. Ils ne nous ont pas attendus, hein. Ils ne nous ont pas attendus et il faut avoir l'humilité. C'est pour ça que nous, on a fait ce partenariat avec M Studio pour travailler avec les gens qui sont basés localement et qui vont nous montrer ce que l'on ne sait pas. Après, Ring Capital, nous, on investit uniquement sur les startups à impact social et environnemental. Vous, vous êtes dans l'agribusiness, si j'ai bien compris. N'hésitez pas à nous partager votre dossier. On serait très content de le regarder. OK. Merci beaucoup. Ok, je me nomme Jean-Marc Caillé, j'ai fait le chemin depuis Abidjan. Merci beaucoup, Madame Moreno, on s'est déjà vu dans des conférences à M-Studio. Alors, j'aimerais dire grand merci à Yacine parce qu'il a dit quelque chose tout de suite. Lorsqu'on parle de tech, nous nous sommes lésés parce que nous sommes dans les domaines des secteurs traditionnels. Ça fait 16 ans que j'entreprends, j'ai toujours entrepris. Je suis dans la distribution de boissons. Et lorsque la tech a envahi Abidjan, il fallait trouver la solution de digitaliser le métier que j'aime, qui me passionne, la distribution de boissons, pour faire une solution de traçabilité de boissons, pour toutes les boissons importées. Mais quelle difficulté d'avoir de l'audience d'abord avant d'avoir des investissements. Et là, j'ai fait tout le tour de l'Europe en moins de 5 jours. J'étais à Francfort, à Liège, en Mannheim pour signer mes partenariats. Je suis en phase maintenant soit d'un cofondateur ou du cash ou du VC pour lancer ma solution de traçabilité de boissons. Parce que là, c'est une question de santé publique. L'Afrique se développe, l'Afrique aime s'amuser, l'Afrique aime boire, mais attention à la contrefaçon, à l'attention. Et là, je suis comme un évangéliste. Je tourne. Et merci beaucoup, Yacine. On se voit à quelle heure? Yacine, tu veux répondre? Avec plaisir. Voilà. Il reste 1 minute 35 pour une question très concise, s'il y en a une dernière. Il y a eu 2 questions d'hommes, donc si on peut avoir une autre femme, ce serait bien. Mesdames, ne soyez pas timides. Il n'y a pas? Alors, non. Soit sinon, on a été monsieur. très clair. Non, on aime bien les messieurs aussi, mais les femmes, il faut les encourager un peu plus à prendre la parole, c'est pour ça. Alors, une autre question? Monsieur. Bonjour, je vais aller très vite. Je suis Alain Dedo, je suis consultant en innovation. J'aimerais juste savoir de votre expérience, quels sont les secteurs porteurs en Afrique francophone et quels sont les facteurs clés de succès des startups là-bas? Une question qu'on nous pose souvent, c'est à quel secteur en fait trouverait plus facilement sa place pour une start-up européenne qui souhaiterait s'implanter sur le continent? Moi, la conviction que j'ai assez fortement, c'est que si vous êtes une société en B2B qui adresse non pas des besoins fonctionnels du type RH, finance, trésorerie, mais qui adresse les besoins d'un secteur en particulier, en général, vous allez trouver des pays qui sont non équipés. C'est-à-dire que vous allez avoir des solutions pour le secteur de l'hôtellerie, de la santé, de l'éducation, qui permettent aux gens de faire mieux leur travail. En général, vous allez trouver un terrain relativement vierge parce qu'il n'y a pas forcément intérêt pour
un pays où il y a 10 clients potentiels, de développer une solution en local. Donc pour les entrepreneurs européens, c'est plutôt vers ça que je les orienterais. Le SaaS métier, c'est parfait pour l'Afrique. Santé, éducation, agribusiness, inclusion financière, tout a un fort potentiel sur le continent. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup.